Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission Le Grande Analyse, cette émission que vous propose la FM Télévision. Nous sommes au cœur de l'actualité. Bonjour et bon début de semaine partout où vous nous suivez. Vous êtes partout à travers le monde, en République démocratique du Congo, dans les fins fonds de la République, vous qui nous suivez partout à travers l'Afrique. Vous êtes nombreux à nous écrire deux fois en France, à Bruxelles, aux États-Unis. Vous qui nous suivez partout à travers le monde, nous vous souhaitons bon début de semaine et nous vous disons merci pour la confiance que vous ne cessez de manifester à notre égard. Aujourd'hui, c'est une nouvelle émission. De nouveaux sujets, comme on a toujours l'habitude de les dire, en République démocratique du Congo. Chaque jour qui passe correspond à une actualité politique. Aujourd'hui, nous allons parler de la sortie médiatique, si je dois le dire ainsi, de la DEMIAP, le service de renseignement militaire, qui a mis à la disposition de la population congolaise un certain monsieur Eric Nkuba, qui est collaborateur de Corneille Nangaa, arrêté depuis le mois de janvier, si je ne me trompe pas, le 3 janvier, mais qui a été présenté au public le 3 avril, parce que le Congolais devait quand même savoir pourquoi il a été arrêté et qu'est-ce qui s'est tramé autour de sa personne. Il a révélé des choses que nous allons évoquer tout au long de cette émission, mais aussi nous allons parler du voyage, je l'appelle voyage mystère, du président de la République qui fait couler encre et salive, annoncé à Kigali par une chaîne étrangère RTBF, démenti par Madame Tina Salama, et la chaîne revient à la raison le soir du jour où il a annoncé que le président de la République était au Rwanda pour présenter des excuses parce qu'ils se sont trompés. Et tout ça, c'est le sujet que nous allons débattre sur ce plateau. Je suis ici avec monsieur Dani Chamala, il est analyste politique indépendant. Nous avons l'habitude de le recevoir chaque semaine parce qu'il nous a donné cet accord pour que nous essayions chaque semaine de parler sur l'évolution de la République. Monsieur Dani Chamala, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? Oh, nous allons bien. Avant de commencer, nous avons nos deux sujets que nous allons évoquer, mais je voulais que nous puissions un peu parler de la cérémonie de 30e anniversaire du génocide rwandais. Nous avons vu la présence de l'ancien président américain Bill Clinton, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, le président israélien qui est deux fois effacé, mais s'est déplacé. Nous avons vu le déplacement de président brazzavillois Denis Sassou Nguesso, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, l'actuel Cyril Ramaphosa, qui a même dit au sortir après la cérémonie qu'il est convaincu que les discussions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ne doivent pas rester militaires pour trouver des solutions. Il faudra que ça soit politique. Quand vous avez suivi cette cérémonie, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que c'était une façon de confirmer que la RDC restait isolée? Parce que toutes ces personnalités qui ont défilé au Rwanda ont deux fois eu un œil regardant sur la République. Quand vous avez suivi, sur la République démocratique du Congo, allais-je dire, quand vous avez suivi, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Oui, merci beaucoup, M. Alain, pour cette question. Tout ce que je peux dire, c'est que nous devons savoir que nous sommes deux États différents, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Comme le président l'a toujours dit, que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Oui. Mais c'est le régime du Rwanda qui a agressé la République démocratique du Congo. Et dernièrement, le président l'a dit que ça va finir un jour. Donc, c'est pour dire que chaque chose a une fin, un début et une fin. Et ce que le Rwanda est en train de faire aujourd'hui, c'est une vie normale de tout un État. Parce que chez nous, ici, lorsque nous avons aussi nos cérémonies, nos événements, nous invitons les pays amis, nous invitons les responsables politiques, que ce soit de la France, des États-Unis, de partout ailleurs. Ils viennent nous rendre visite ou assister aux cérémonies qui se passent en République démocratique du Congo. Vous avez vu lors de prestation du serment du président de la République, nous avons reçu plus de 20 chefs d'État de la région, tout comme d'ailleurs.
Donc c'est une cérémonie normale qui se déroule sur le sol rwandais. Donc c'est tout à fait normal que ces gens-là puissent mettre leurs pieds là-bas. Mais s'il faut lier cet événement à ce qui se passe en République démocratique du Congo, je vous rappellerai que ce qui s'est passé au Rwanda, les génocides, se sont passés sous le règne du président des États-Unis, Bill Clinton. Et ce que vous devez aussi savoir, qu'à ce moment-là, Sarkozy était ministre en France. Vous comprenez? Oui. Et donc Sarkozy était ministre dans le gouvernement de Chirac, je crois. Il était ministre parce que c'est pendant cette période que les génocides ont eu lieu au Rwanda, en 1994. Et ce que vous devez savoir aussi, ce que je peux dire, c'est que nous devons comprendre une chose, c'est que ces gens-là sont venus pour apporter leur soutien à leur bourreau qu'ils ont placé à la tête de ce pays ami Rwanda. Ils sont venus pour lui appuyer et lui dire que non, voilà, nous sommes avec vous, quel que soit ce qui se passe maintenant dans le monde. Parce qu'il faut savoir que depuis que la diplomatie congolaise s'est levée, le Rwanda n'a pas la même place qu'elle avait auparavant. Parce qu'auparavant, il n'y avait personne qui parlait du Rwanda sur le sol ou sur la toile. C'est comme s'il y avait une sorte de la crainte ou quoi que ce soit. Mais actuellement, avec la diplomatie qui est mise en place, vous savez, si vous suivez même auprès de l'Union européenne, que ce soit en Belgique, partout ailleurs, les langues commencent à se délier maintenant en faveur de la République démocratique du Congo. Et ceux qui sont venus pour lui dire que non, malgré tout ce qui se passe là, nous te soutenons toujours, mais nous sommes en train de faire un travail. Parce que ce que je vais dire ici, c'est que, comme le président l'a dit que ça va se terminer un jour, vous savez qu'il y a eu dans ce pays, dans notre sous-région ici, un pays que nous appelons l'Angola, qui avait connu autant d'années de guerre. Oui. Et tout ça, c'était pourquoi? Il n'y avait pas une guerre qui était faite pour besoin ou pour l'intérêt de la population. C'est lorsque la communauté internationale avait besoin d'exploiter les diamants qui étaient en Angola. Et comme ça, ils ont négocié à l'époque avec le régime qui était en République démocratique du Congo, qui était en Namibie et partout ailleurs. Ils ont négocié avec ces régimes pour soutenir un certain Savimbi qui combattait le régime en place. Vous comprenez? Mais pas avec une revendication politique claire, mais tout simplement pour permettre à ce que les diamants de l'Angola soient exploités d'une manière illégale. Lorsqu'ils ont terminé le diamant de l'Angola, ils ont vu que maintenant ça va, il n'y a plus encore besoin de chercher de diamants en Angola. La guerre a pris fin. Oui. Vous comprenez? C'est comme ça que ces gens-là qui étaient partis au Rwanda pour assister à cette cérémonie-là, ce sont les mêmes personnes qui avaient étudié maintenant comment faire de sorte que l'Est de la République démocratique du Congo soit exploité. Vous comprenez? C'est alors qu'ils sont tombés sur les génocidaires Paul Kagame. Ils lui ont donné main forte pour que le pouvoir qui était en place soit renversé et que lui soit instauré là. Et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est la mission qu'il avait ici de ses pères. Et ces pères-là, ce sont ces gens qui étaient venus pour l'appuyer. Mais nous disons tout simplement qu'un jour, ça va finir parce que, avec ce qui se passe dans le monde actuellement, vous verrez qu'il y a des blocs qui se dessinent déjà, et qui se sont même déjà dessinés, parce qu'il y a ceux qui soutiennent les Occidentaux, il y a ceux qui soutiennent aussi la Russie de son côté. Avec ces deux blocs qui se dessinent, vous verrez que tout celui qui se sent être lésé ou abandonné par les Occidentaux va s'appuyer basculer de l'autre côté. Voilà. Et celui qui estime qu'il a encore besoin de la Russie, il va aller de l'autre côté. La déclaration du président sud-africain Ramaphosa, c'est un langage diplomatique. Mais les Sud-Africains nous ont envoyé des militaires. C'est ce que je dis, que c'est un langage diplomatique. Okay. Si l'Afrique du Sud tenait seulement à ce que nous puissions résoudre cette crise par voie diplomatique ou par dialogue et autres, sans passer par les armes, ils ne pouvaient pas nous envoyer des militaires. En nous envoyant des militaires, c'est pour nous dire que nous sommes prêts à vous soutenir avec des armes et des militaires, si longtemps que la guerre continue en République démocratique du Congo. Parce que ce que je veux vous dire, c'est que l'Afrique du Sud est courtisée aujourd'hui par les Occidentaux parce que l'Afrique du Sud est dans les BRICS. Ça, il ne faut pas oublier. L'Afrique du Sud n'est pas avec eux. L'Afrique du Sud joue son rôle calmement et je crois que c'est sur l'Afrique du Sud
que les BRICS se posent ou se basent en Afrique pour faire passer sa politique. Et aujourd'hui, le fait pour l'Afrique du Sud de nous envoyer des militaires, c'est pour dire qu'on nous soutient dans notre démarche. Lorsqu'il y a la guerre, l'Afrique du Sud va nous appuyer. Lorsqu'il y a le dialogue aussi, l'Afrique du Sud va nous appuyer. Partout où il y a la guerre finit toujours par un dialogue. Parce qu'on ne peut pas terminer la guerre par une simple victoire militaire. Non. Partout, même lors de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on finit toujours par un dialogue pour mettre fin à la guerre. Vous avez vu Israël qui est allé en Palestine aujourd'hui. Israël a commencé à retirer ses troupes au sud de la bande de Gaza. Donc les États-Unis continuent à mettre maintenant la pression sur Israël pour qu'il y ait une solution négociée. Vous comprenez? Parce que la solution militaire souvent amène à des méfaits ou à des casses qui ne peuvent pas être réparées le plus rapidement possible. Donc le langage du président sud-africain, c'est un langage diplomatique. Ce qui ne veut pas dire que non, il a refusé à ce que les militaires sud-africains qui sont en République démocratique du Congo puissent se battre à côté de ses collègues de la République démocratique du Congo. Donc c'est pour dire que nous devons négocier, mais en négociant, nous avons une main qui négocie et une autre qui a une arme. Quand on tire, nous devons tirer. Quand on parle, nous devons parler. Ok, voilà, merci beaucoup. C'était juste une parenthèse. Nous la fermons plus rapidement, mais parlons de ce que nous avons retenu comme sujet. Monsieur Eric Nkouba, présenté au public par la DEMIAP, il a été arrêté le 3 janvier, si je ne me trompe, c'était vers la Tanzanie, il était en train de sortir. Où allait-il? Mais du moins, le camp Nanga reconnaît qu'il était l'un de leurs collaborateurs, parce que je suivis un journaliste sur la toile, Pero Louara, qui a affirmé qu'il a parlé avec Nanga, qui reconnaît que c'était son collaborateur. Plusieurs questions se sont posées et moi je reviens sur une question. Arrêté le 3 janvier, mais pourquoi il devait être présenté le 3 avril? Est-ce qu'il a fallu qu'on ait plus de 2 ou 3 mois pour l'entendre, pour qu'on puisse présenter ces malfrats? Parce que moi je l'appelle terroriste même, parce que celui qui est là pour tuer ses propres frères, donc c'est plus qu'un terroriste même. Mais est-ce qu'il fallait que la DEMIAP prenne tout ce temps pour l'auditionner, ou il y avait des enquêtes qui étaient en train d'être menées avant de le présenter au public? Merci beaucoup, M. Alain, par rapport à cette question-là. Ce que je peux dire, que nous devons comprendre une chose. Vous savez, en matière de la sécurité, ou en matière des enquêtes et tout ça, on ne peut pas arrêter une personne le même jour et communiquer le même jour. Parce que il y a des choses peut-être que la personne arrêtée peut révéler 2-3 jours après, qui peuvent contredire peut-être ce qu'il avait dit dès le premier jour. La date de son arrestation, je crois, c'est entre janvier et février qu'il a été arrêté, interpellé par les services. Jusqu'à là, le service était en train d'enquêter sur ses déclarations. Parce que vous savez, lorsque les services mettent la main sur quelqu'un qui est suspecté, on doit d'abord enquêter. Il peut vous dire que non, par exemple, j'ai déposé mon arme à tel endroit. Le service doit aller d'abord sur cet endroit-là pour vérifier si effectivement il y a une arme. Il peut vous dire que je collabore avec telle ou telle autre personne. Les services doivent enquêter pour savoir si effectivement ces déclarations-là sont vraies. Et lorsque les services arrivent maintenant à réunir tous les éléments possibles, c'est en ce moment-là que les services peuvent se donner le luxe de communiquer. Mais pourquoi d'abord les services ont communiqué? Je vais vous dire, mon frère, que la guerre que nous avons en République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, cette guerre n'est pas seulement militaire. C'est une guerre qui est aussi médiatique. Okay. Vous comprenez? C'est une guerre qui est aussi médiatique. Je vous dirais que vous suivrez, j'ai déjà répété cette question plusieurs fois, que vous suivrez même la ligne éditoriale de plusieurs chaînes de télévision et de radio en République démocratique du Congo. Vous comprendrez effectivement que ces chaînes de radio et ces chaînes de télévision ont une ligne éditoriale
qui donne beaucoup plus de force ou d'importance à l'agression qui est à l'est de la République démocratique du Congo, qui est de soutenir notre armée. Parce que vous comprendrez seulement que lorsqu'il y a l'avancée de ces soi-disant rebelles, ou lorsqu'il y a l'avancée des armées rwandaises sur le sol congolais, là, on communique facilement. Non, voilà, la rébellion a récupéré tel territoire et tel territoire. Mais quand seulement l'armée congolaise arrive à repousser et récupérer quelques territoires, là, toutes ces chaînes de télévision sont vraiment calmes. Mais le travail de la communication, qui doivent communiquer pour le prouesse le travail, lorsque les FARDC communiquent, nos chaînes de télévision de Kinshasa et le radio ne relaient pas cette communication. Ils se limitent tout simplement à donner des informations d'après leurs sources et tout ça, et ils ont même comme ils appellent, des correspondants dans des zones de guerre. Vous comprenez? Et tout ça, c'est pour donner seulement la version du Rwanda, mais pas donner la version de la République démocratique du Congo. Vous comprenez un peu? Mais pour revenir seulement à ce qui est de la communication de services de sécurité. Oui. Vous savez, mon frère, que ce monsieur-là a déjà été vu plusieurs fois. Quand vous verrez même des photos qui circulent sur les réseaux sociaux, vous verrez que ce monsieur-là est à côté de Nanga. Et ce n'est pas aujourd'hui que ce monsieur a été vu à côté de Nanga. Vous comprenez? Oui. Et maintenant qu'il est interpellé, son interpellation a pris beaucoup de temps, oui, effectivement, parce que les services de sécurité enquêtaient sur ces déclarations. Vous comprenez? Les services de sécurité enquêtaient sur ces déclarations. C'est après avoir constaté maintenant que ce qu'il a dit, il y a de preuves, il y a des données exactes, c'est comme ça que ils se sont dit, bon, maintenant, nous devons couper court, parce qu'il y a eu maintenant plusieurs versions qui circulaient maintenant dans la population. Voilà, on a arrêté un monsieur, on a fait ceci, on a fait cela. Et quand vous regardez même sur les réseaux sociaux, on donnait des informations qui ne sont pas exactes. Maintenant, les services de sécurité, on dit, bon, ça va, pour couper court à ces rumeurs ou couper court à ces fausses informations, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons présenter alors le monsieur concerné, qu'il est en vie, et que voilà ce qu'il nous a dit. Il nous a dit ceci, il nous a dit cela. Présenter le monsieur au public, mais il a cité des noms de personnalités en République démocratique du Congo. Il a cité M. Olenga Nkoyi, il a cité Claudel Lubaya, il a cité Patient Saïdi, l'ancien DG de l'OGFREM, et le plus grand nom, c'est celui de Joseph Kabila. On dit qu'il a aussi cité Joseph Kabila du côté du camp Kabila. Il crie à l'acharnement. C'est vrai. Mais est-ce qu'il fallait commencer par communiquer alors que les personnes citées, certainement les services les savaient déjà? Pourquoi les services n'ont pas commencé par l'interpellation? Je ne parlerai pas des arrestations, mais l'interpellation des personnes citées et peut-être les confronter avant qu'on ait la dernière résolution. Parce que en ce moment, les personnes citées, si certains c'est s'enterrer, je ne veux pas encore affirmer, mais je prends le conditionnel. Si certains se sentiraient coupables, vous ne voyez pas qu'après ces révélations, ils pouvaient fuir. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Je crois que avec ça, vous vous rappellerez de notre dernière émission que nous avons eu à passer avec vous sur cette même chaîne. Il y a eu des condamnations tout autour de la déclaration d'Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'IDPS. Je suis content d'avoir dit en face de vous que nous devons faire très attention lorsque Augustin Kabouya fait une déclaration. Parce que Augustin Kabouya n'est pas un homme de la rue. Augustin Kabouya est au pouvoir. Et avec la position qu'il occupe actuellement, il connaît tous les services de sécurité. Et il communique avec tous ces services-là. Il connaît tous les chefs de service, il a leurs contacts, il communique avec eux. Quand il fait une déclaration, ne prenez pas cette déclaration à la légère. Et entre-temps aussi, ne pensez pas que parmi tous ceux qui sont allés avec Nanga, parmi tous ceux qui sont allés rejoindre le Rwanda aujourd'hui, tous ces gens-là sont toujours pour ces gens-là. D'autres peuvent aussi aller là-bas comme étant des infiltrés. La politique est très compliquée.
Il y a des gens qui peuvent évoluer là-bas comme des infiltrés. Il y a des gens qui peuvent aussi aller là-bas, effectivement, par frustration, par cupidité, parce que la plupart de ceux qui vont là-bas, c'est le problème d'argent. Parce que là-bas, on parle de l'argent. Comme le Congolais n'aime pas entendre parler d'argent, donc il part le plus rapidement possible. Alors, lorsque Kabouya a communiqué devant les militants de l'IDPS, il a parlé. Et en ce moment-là, les gens l'ont donné tous les noms possibles des oiseaux, comme Lambert Mende aime le dire, qu'on l'a taxé de tous les noms des oiseaux. Voilà, Kabouya, il ne sait pas parler, il est comme ça, il n'est pas diplomatique, voilà, il va créer des frustrations et tout ça. Oui. Mais aujourd'hui, ce sont des services de sécurité qui ont interpellé le membre influent de ceux qui sont allés rejoindre le Rwandais. Ceux qui sont allés rejoindre l'armée rwandaise qui agresse la République démocratique du Congo. Maintenant, lorsqu'il est entre les mains de ces services, il dit que non, moi je n'opère pas seul. Dans notre opération, voilà les personnes qui sont avec nous. Il a cité des noms. Il a cité des noms. Et aussi, ce que vous devez savoir, lorsqu'on cite les noms de Joseph Kabila, moi ça ne me surprend pas parce que Joseph Kabila n'est pas le moindre en République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui a géré ce pays pendant plus de 18 ans en tant que président. D'abord, pendant 18 ans en tant que président de la République, mais avant ces 18 ans, Joseph Kabila était chef d'état-major général, chargé de... Quoi? Il était chef d'état-major chargé de l'armée terrestre, de la force terrestre, lorsque Mouzé a été assassiné. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît bien et qui a des informations de la République démocratique du Congo en matière de la sécurité. Du côté du et aujourd'hui, si nous devons parler aujourd'hui de son nom cité dans cette affaire, moi personnellement, je ne suis pas surpris et ça ne m'inquiète même pas. C'est prévisible que ce monsieur est pour quelque chose dans cette affaire. Pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi on parle du M23? Le M23 veut dire quoi? Le M23. Le M23 a vu jour en République démocratique comment? Le M23. Vous vous rappellerez d'un certain général appelé Kunda Batware. Kunda Batware. Qui a nommé Kunda Batware comme général en République démocratique du Congo dans notre armée? Qui a nommé Sultani Makenga comme général dans notre armée? Vous comprenez? Le M23, parce que les gens, quand on parle du M23, ils trouvent comme si c'est quelque chose qui a vu jour avec Félix Tshisekedi ou quoi que ce soit. Non. Le M23, c'est quoi? Il y a eu une rébellion, quelque chose, lorsque l'armée rwandaise a encore agressé la République démocratique du Congo, et il y a eu maintenant un certain Sultani Makenga et tout ça, qui avait créé leur histoire, ils ont appelé ça CNDP. Et pendant qu'ils faisaient leur aventure de CNDP, il y a eu des accords qu'ils ont signés au mois de mars d'une certaine année. Je n'ai pas la précision du mot. C'était, je crois, en 2000... c'est quelque chose, c'était... Mais ce même M23 était défait par... Vous comprenez? Voilà, j'arrive là pour dire que le M23 était défait. Voilà, quand ils ont signé des accords en date du 23 mai, c'est comme ça qu'on appelle ça le mouvement du 23 mai. 23 mars plutôt. Le M23 là, le mois de mars, le 23 mars d'une certaine année, ils ont signé leurs accords. Et en signant leurs accords, ils ont donné à cette structure-là une existence. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est cette même structure qui nous pose aujourd'hui des problèmes. Et le Rwanda n'est table que sur ça pour commencer à nous agresser aujourd'hui. Lorsqu'on va vous dire que non, les M23 ont été défaits, voilà, tout ça. Ils ont été défaits où et quand? Les M23 ont été défaits où et quand? Il y a eu des accords signés. Et je cite ici, le François Mombachi Chimbi a été nommé comme coordonnateur de la suivi de cet accord-là signé avec le M23. Les gens que vous avez défaits, vous allez encore signer des accords avec eux. Vous allez signer des accords avec eux et vous nommez un coordonnateur chargé de suivi de l'exécution de cet accord-là. Si vous arrivez aujourd'hui sur l'avenue de la justice, je crois sur l'avenue de la justice, vous allez trouver, il y a tout un bureau chargé de suivi de ces accords-là. C'est François Mamba qui a été nommé par Joseph Kabila quand il a quitté le MLC. Mais les gens que vous avez défaits, comment vous allez signer des accords avec eux? Et aujourd'hui, s'ils étaient défaits, vous allez signer des accords avec eux. Et aujourd'hui, s'ils étaient défaits, vous allez signer des accords avec eux. Et aujourd'hui, s'ils étaient défaits, vous allez signer des accords avec eux. Et aujourd'hui, s'ils étaient défaits, vous allez signer des accords avec eux. Et aujourd'hui, s'ils étaient défaits, vous allez signer des accords avec eux. Et aujourd'hui, s'ils étaient défaits, vous allez signer des accords avec eux. Et aujourd'hui, s'ils étaient défaits, vous allez signer des accords avec eux. Et aujourd'hui, s'ils étaient défaits, vous allez signer des accords avec eux. Et aujourd'hui, s'ils étaient défaits, vous allez signer des accords avec eux. Et aujourd'hui, s'ils étaient défaits, vous allez signer des accords avec eux. Et aujourd'hui, s'ils étaient défaits, vous allez signer des accords avec eux. Et aujourd'hui, s'ils étaient défaits, vous allez signer des accords avec eux. Et aujourd'hui, s'ils étaient défaits, vous allez signer des accords avec eux. Et aujourd'hui, s'ils étaient défaits, vous allez signer des accords avec eux. Et aujourd'hui, s'ils étaient défaits, vous allez signer des accords
qu'est-ce qu'ils disent dans leur bouche? Ils disent que ce qui a été signé dans ces accords-là n'ont pas été respectés. C'est ça le problème. Le camp Kabila crie à un acharnement parce qu'ils se disent ils ont été victimes de la destruction d'une clôture vers la Gomé. Après ça vient le tour de Jeannette Kabila, interpellée par la même Demiap. Aujourd'hui, c'est le nom de Joseph Kabila qui est cité par la même Demiap. Soit disant que le collaborateur de Nanga aurait cité tous leurs partenaires et proches partenaires. Mais du camp Kabila, ils se disent être victimes d'un acharnement parce que selon eux, Kabila n'est pas dans cette logique-là de la guerre de l'Est. Il est dans autre chose, il fait sa vie aisément. Mais pourquoi? Une dame même a dit, qui est porte-parole de Joseph Kabila, je vais le dire à Lingala, ce qui oyo, to oyo mususwane simbite, ndokina ni Kabila kaka. Pourquoi il faudra-t-il voir Kabila dans tout ce qui ne marche pas en République démocratique du Congo? Mon frère, je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque Kabila arrive au pouvoir, la population réclamait un peu trop. Et la seule justification était que c'est un pays qui a été détruit pendant 32 ans. Les 32 ans, on faisait référence à M. Mobutu. Si Mobutu était vivant, il allait subir la même chose que Joseph Kabila est en train de subir aujourd'hui. S'il ne s'était pas réservé d'entrer activement ou d'intervenir activement dans la politique du pays. Quand on parlait du stade, on parlait de tout ça, on parlait de l'armée, on parlait de non, mais Mobutu a détruit pendant 32 ans, Mobutu a détruit pendant 32 ans. Le camp Kabila doit supporter ce qui se passe là parce qu'ils ont géré le pays. Ils ne peuvent pas se dédouaner. Si pendant qu'ils géraient le pays, ils avaient terminé clairement avec cette histoire du M23, on n'allait pas parler du M23 aujourd'hui. Et lorsqu'on parle que non, voilà, parce qu'ils sont allés détruire la clôture, ils ont interpellé Jeannette Kabila, ils ont fait ceci. Qu'est-ce que cela a à voir avec la nation? Parce qu'on a ouvert une route que vous avez bloquée pendant plusieurs années. C'est une route qui est praticable. Moi, surtout ces derniers temps, quand je dois arriver au Pullman, je passe par cette route-là. Je passe par cette route-là. Et cette route a facilité à ce qu'il n'y ait pas trop d'embouteillage dans ces coins-là. Où est le mal? Maintenant que nous tous, nous profitons de cette route, où est le mal? Si le pouvoir est là pour satisfaire l'intérêt de la population, mais il faut ouvrir ces routes-là pour que la population puisse profiter de cela. Qu'aujourd'hui, cette dame puisse venir dire que non, voilà, quand telle ou telle autre chose ne marche pas, on cite le nom de Kabila. On doit citer le nom de Kabila. Est-ce que les gens doivent se gêner pour dire que Kabila a tué les ports de l'ONATRA pour créer des ports privés? Est-ce que c'est une honte pour dire ça? Ou c'est un acharnement? Je vais vous rappeler, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous savez que, parce que ces gens-là oublient un peu de fois. Pendant qu'ils étaient au pouvoir, ils doivent savoir que Jean-Claude Mouyambo était en prison. C'était un acharnement. Ils doivent savoir que Diomi Ndongal était en prison. C'était un acharnement. Ils doivent savoir que l'autre ici encore était en prison. C'est lui, l'homme de la société civile ici. Firmé Yangambi. Il était en prison. C'était un acharnement ou pas? À ce qui concerne l'acharnement et autres, ces gens n'ont pas de leçons à donner aux gens, aux Congolais. Non, ils n'ont pas de leçons à donner aux Congolais. Pourquoi? Ils n'ont pas de leçons à donner aux Congolais parce que ce qu'eux avaient fait pendant leur mandat, c'était plus pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, ils doivent savoir seulement se réserver. Si on a cité Joseph Kabila dans une affaire, ce n'est pas un problème. On doit enquêter sur ces faits-là. Et lorsque la justice dira que ces faits-là ne sont pas vrais, en ce moment-là, vous allez parler. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Mais à ce stade, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que, apparemment, nous avons parlé de l'infiltration rwandaise dans tous les services. Aujourd'hui, c'est les fils maison qui trahissent. Qu'est-ce que nous devons prendre comme précaution pour que cela ne revienne pas? Je ne veux pas aller plus loin, me disant que c'est comme si tout Congolais qui est dessus par la gestion de la République doit ipso facto se rebeller à la République. Qu'est-ce que nous devons faire pour que de telles choses n'arrivent plus? Parce que à ce jour, on cite
le nom de Joseph Kabila, sénateur à vie, ancien président. On cite le nom de Claudel Lubaya, député national plusieurs fois. On cite Patient qui était à l'OGFM au cadre dans une entreprise publique. On cite le nom d'Olengan Koyi qui est dans le CENSA, comité de suivi. Si c'est tous, je dirais, des officiels de la République, mais cités dans des histoires pareilles. Qu'est-ce que nous devons faire pour que cela n'arrive plus, avant que nous puissions prendre la deuxième thématique? Je vais vous dire une chose par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici. Lorsque vous dites que ce sont des fils maison qui se rebellent, qui vont aller de l'autre côté, je vais vous dire que ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Vous savez, Saïba, ce qu'il avait fait à l'OGFREM. Vous savez ce qui est arrivé lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Vous savez la guerre qu'il y a eu au niveau de l'OGFREM. Saïba ne voulait pas obtempérer aux ordres de Tshisekedi. Saïba se prenait toujours pour kabiliste. Et lui ne devrait obéir qu'à ce que Kabila était en train de dire. Vous comprenez? Personne n'ignore ce qui s'est passé à l'entrée de Félix Tshisekedi au pouvoir. C'est Saïba qui était à l'OGFREM. Vous savez de quelle façon Saïba a quitté l'OGFREM. Tous ces gens-là cités dans cette histoire-là, ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'était des gens placés par le Rwanda. C'était des gens placés par le Rwanda. Et qu'aujourd'hui, ils trouvent que le Congo est en train de se relever. Ils ne peuvent qu'appuyer le Rwanda dans tout ce qu'ils font. Parce que leur système qu'ils avaient mis en place. Vous savez, lorsque le président Tshisekedi avait parlé, c'était en Europe. Lorsqu'il avait parlé de déboulonnage, les gens ont parlé de n'importe comment. Et je me rappelle même, il y a eu le secrétaire général du PPRD, le secrétaire général du PPRD. Permanent ou général? Le secrétaire général. C'est lui qui était candidat président en 2018. Shadari. Oui. Vous savez, Shadari, quand Tshisekedi avait parlé de boulonnage, vous savez ce que Shadari avait dit? On ne va pas nous intimider. On ne va pas nous intimider. Non seulement de ne pas nous intimider, mais il avait dit que quoi? C'était quoi? Ce qu'il fallait utiliser pour déboulonner avec ces rouillés. Ça ne peut pas déboulonner. Donc ça ne peut pas ouvrir les boulons pour déboulonner le système que Kabila avait laissé. Vous savez, les gens avaient pris cette histoire-là à la légère, mais c'était quelque chose de dire que nous avons des racines. Vous comprenez? Oui. On ne peut pas nous déboulonner. Mais Tshisekedi travaillait petit à petit pour leur faire voir que non, ce système-là doit être déboulonné. Vous comprenez? Ils avaient laissé des gens partout, dans des entreprises publiques, dans l'administration et partout ailleurs. Vous comprenez? Et ils savaient que non, on n'allait pas découvrir qu'au sein de la République démocratique du Congo, au sein de l'administration, au sein des services de sécurité, de l'armée et tout ça, il y avait des infiltrés qui avaient laissé pour qu'ils continuent à leur donner des informations de tout ce qui se passe pour la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, voilà, lorsqu'il y a eu maintenant des boulonnages, lorsqu'il y a eu maintenant, on a fermé de gauche à droite, vous vous rappellerez des problèmes de cartes. Des cartes bancaires, oui, où les gens bénéficiaient des milliers de dollars et ces cartes étaient utilisées même par leurs propres enfants. Chaque fin du mois, ils avaient des 50 000 dollars, ils avaient autant d'argent dans tout ça. Mais quand on arrive maintenant à déboulonner des choses comme ça, quand on arrive à fermer des robinets dans ce sens-là, vous pensez que ces gens-là peuvent être contents? Non, ils ne sont pas contents. Parce qu'ils doivent faire un rapport à leur maître. Ils disent que non, voilà, ce n'est pas bien, tout ne marche pas bien. Mais qu'est-ce que vous allez dire d'un Corneille Nangaa qui était même chef numéro 1 d'une institution d'appui à la démocratie? Mais il se rebelle. Pourquoi il se rebelle? C'est tout simplement parce que les révélations données, c'est qu'on a récupéré le carré minier qui appartient à la République démocratique du Congo. Ce que Mouzé avait fait à son entrée, lorsqu'il avait récupéré les carrés miniers qui étaient attribués à Museveni, à Kagame, à tous ces gens-là. Lorsqu'il a dit que non, voilà, lorsque vous avez des carrés miniers en République démocratique du Congo, vous devez vous enregistrer et avoir légalement des titres. C'est la raison, parmi les raisons qui ont fait qu'il y ait la guerre à Kisangani entre le Rwanda et l'Ouganda. Les deux armées se sont affrontées à Kisangani. Vous comprenez un peu? Donc, à chaque fois que la République démocratique du Congo veut rentrer dans ses droits, à chaque fois que la République démocratique du Congo veut mettre de l'ordre
au sein de son administration, au sein de services de sécurité et autres, il y a toujours des brebis galeuses qui se réveillent pour dire que non, voilà, ça ce n'est pas bien, nous devons évoluer toujours en désordre. Vous comprenez un peu? Mais qu'est-ce que nous devons faire actuellement pour que cela s'arrête? Parce que on ne veut pas continuer d'aller de trahison en trahison. Nous avons parlé d'infiltration, aujourd'hui nous parlons de trahison. Des Congolais qui trahissent la nation. Ce que nous devons faire, nous demandons au peuple congolais d'être d'abord derrière nos leaders que nous avons là, de soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo, de soutenir le président de la République. Parce que ça, ce n'est pas un moment où nous devons tenir des langages, l'opposition, majorité et tout ça. Non, ça c'est un moment où tous, nous devons parler d'un seul langage. Nous devons regarder dans la même direction. Parce que nous cherchons à mettre d'abord hors d'état de nuire ou mettre hors de nos frontières l'armée rwandaise qui continue à piller les richesses de la République démocratique du Congo. Vous savez, nos frères qui sont à l'Est, nos frères et sœurs qui sont là-bas, ils sont en train de souffrir pendant que nous, ici à Kinshasa, nous entrons dans des bars, dans des boîtes de nuit pour boire. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi vous voyez même ces gens-là en train de faire tout ce qu'ils font là. Si on prenait seulement les femmes et les enfants de tous ceux qui sont allés de l'autre côté, les amener là où nos mamans là sont en train d'être violées, est-ce qu'ils vont vivre, ils vont supporter le Rwanda? Ils vont supporter le Rwanda? Parce qu'ils font toutes ces histoires-là. Pourquoi? Parce que vous allez voir leurs enfants. Ils ont pris les enfants, ils ont amenés aux États-Unis. Ils ont pris les enfants, ils ont amenés en Afrique du Sud. Ils ont pris les enfants, ils ont amenés en France. C'est toujours dans des pays qui soutiennent le Rwanda là qui vont amener leurs enfants. Et ils obtiennent facilement les visas pour aller héberger leur famille là-bas. Vous comprenez? Oui. Ils obtiennent facilement les visas. Et quand ils courtisent les gens ici à Kinshasa, ils vont dire, comme ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux dernièrement, là, on était en train de courtiser un avocat pour qu'il aille soutenir cette histoire-là. Oh non, voilà, on va te donner les 30 000 $ et lorsque vous arrivez à Goma, on va vous donner 50 000 et tout ça. Et on trouve que le Congolais peut être acheté à cause de 80 000 $. Ou soit parce que vous lui dites que non, nous allons prendre votre famille, loger la famille aux États-Unis. Et c'est avec ça qu'ils sont en train de corrompre des Congolais, de corrompre des dignes fils du pays pour rejoindre le Rwanda. Mais le temps est révolu. Parce que les services de sécurité sont debout. Aujourd'hui, quand vous êtes dans ces affaires-là, même si vous le faites nuitamment, sachez qu'il y a quelqu'un, même celui qui est à côté de toi, qui va te trahir, qui va t'accuser. Aujourd'hui, nous avons compris, quand les gens disaient ici, non, voilà, Joseph Kabila ne parle pas, il dit, Bolamba, Bolia, Naroyate, c'est le calme de Joseph Kabila. C'est le calme de Joseph Kabila qui dérange. Non, le calme de Joseph Kabila ne peut déranger personne. Parce que d'ailleurs, dans la Constitution, il est fait obligation au président sortant, à l'ancien président, de ne pas s'immiscer dans la politique active du pays. Vous comprenez? Il ne peut pas être là pour faire des déclarations. Suivez même en France, partout ailleurs. Sarkozy ne fait pas de déclarations en France. L'autre ici, après Sarkozy, c'était le président François Hollande. Ah ouais. Il ne fait pas de déclarations. Mais c'est un ancien président qui sont là-bas. Prenons la dernière thématique parce qu'il nous reste moins de 10 minutes. Le voyage mystère du président de la République. Annoncé au Rwanda, Madame Tina Salama vient de mentir, qui dit que c'est vrai qu'il est en voyage, mais il est en voyage pour les urgences du pays. Et en tant que Congolais, nous devons quand même savoir où se trouve notre président. Surtout qu'une grande chaîne internationale l'a annoncé au Rwanda avec tous ces climats malsains que nous entretenons ces derniers temps avec le Rwanda. Les Congolais se sont posé la question pourquoi. C'est vrai qu'ils sont revenus à la raison, ils ont démenti. Mais à ce jour, tout le monde ne sait pas où séjourne le chef de l'État. Et c'est quoi de plus normal que chacun de nous se pose des questions pour savoir. C'est la première fois que le président de la République sorte, que ses enfants, que nous sommes, ne connaissions pas là où il est allé. Comment vous jugez cette sortie? Parce que nous avons tous vu la sortie annoncée à 7 h, c'était hier. Mais jusqu'à ce jour, comme je vis sur la toile, quelqu'un écrit « Les radars n'indiquent pas là où a atterri l'avion, l'aéronef du chef de l'État. » En tant que Congolais, qu'est-ce que vous vous dites? Oui, monsieur le journaliste, je vous dirais tout simplement que celui qui ne connaît pas là où se trouve le président de la République, pour le moment, c'est celui qui ne veut pas s'informer.
Je vais dire quelque chose. Je ne suis pas contre la France 24. Je ne suis pas contre la chaîne belge, RTBF de la Belgique. Mais je vais vous dire tout simplement que suivez la ligne éditoriale de toutes ces chaînes-là lorsqu'ils parlent de la République démocratique du Congo. Ils n'ont jamais raconté quelque chose de bon pour la RDC. En République démocratique du Congo, tout est foutu, tout est noir, il n'y a même pas de dirigeants, il n'y a pas un pays, il n'y a pas des institutions. Pour eux, c'est le Rwanda qui existe, mais la République démocratique du Congo n'existe pas. Prenez une chaîne comme celle-là, RTBF, qui va vous dire que non, le président de la République démocratique du Congo serait au Rwanda pour participer à cette cérémonie-là. Vous comprenez un peu? Pour assister à cette cérémonie de génocide rwandais. Ça a étonné plus d'un Congolais. Non, en fait, moi je suis en train de dire que ça ne doit pas étonner, mais ça doit tout simplement ouvrir les yeux des Congolais pour dire que tout ce que ces chaînes-là sont en train de faire, c'est pour discréditer le président de la République, discréditer les autorités de la République démocratique du Congo, discréditer la République démocratique du Congo. C'est ça l'objectif. Parce qu'une chaîne comme celle-là, avant de donner une information, comme on a toujours dit, c'est pourquoi. C'est cette histoire-là que moi, je suis en train de militer pour qu'on arrive un peu à enlever ça. Cette histoire de garder la source. Non, vous ne pouvez pas révéler votre source. Vous ne pouvez pas révéler votre source. Mais maintenant, les journalistes ne révèlent pas sa source. Voilà. Quand ils ont donné cette fausse information, et vous savez ce que ça a créé dans la tête des Congolais? Que non, voilà le président de la République. Ah oui, ça poussait le Congolais à parler. Ils ont créé des problèmes dans les têtes des Congolais. Et quand bien même qu'ils sont venus démentir. Mais la démentie est venue quand? Mais déjà, les gens ont parlé de ça. Jusqu'à ce jour, les gens continuent à en parler. Les gens continuent à en parler. Voilà, aujourd'hui, vous me posez la question. Où serait le président? Le président de la République. C'est poussé par leur comportement, là. S'il n'y avait pas cette histoire de RTBF, aujourd'hui, on n'allait pas poser cette question parce que nous connaissons là où le président reste. Quand il se déplace, nous voyons son véhicule passer et puis nous connaissons son bureau. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens doivent se demander où se trouverait le président de la République? Moi, ce que j'ai comme information par rapport au président de la République, le président de la République a une invitation de la France. Il doit rencontrer le président Macron en France. Vous comprenez? Il a été même invité par le ministre des Affaires étrangères pour participer au match de Paris Saint-Germain contre le Barcelone. Donc le président a décliné cette invitation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne veut pas participer à un match où les varaises portées par des joueurs parisiens montrent que visite au Rwanda, tout ça. Vous comprenez un peu? Donc le président est en train de travailler pour l'intérêt du Congo. Il n'est pas là pour faire l'apologie du Rwanda ou faire l'apologie de la rébellion, les soi-disant rébellions. Parce que moi, j'ai continué à persister qu'il n'y a pas de rébellion en République démocratique du Congo. C'est le Rwanda qui nous agresse. Vous êtes dans la logique de l'agression. Pour faire l'apologie de l'agression. Non. Vous comprenez un peu? Alors, le président de la République est là. Et le président de la République a des canaux par lesquels il communique. Vous comprenez? Lorsque la dame est passée, il vous a rassuré que le président de la République est là. C'est lui qui veut voir le président. Il n'a qu'à demander l'audience. On va lui accorder. Il verra le président de la République. Donc, pour moi, j'ai dit, si le président n'est pas en République démocratique du Congo, il doit être en France parce que nous sommes au mois d'avril. Il a une invitation officielle de la France. Il doit discuter avec le président Macron sur la situation de la République démocratique du Congo. Pour demander à la France d'éclairer sa position par rapport à l'agression rwandaise. Vous comprenez? Ouais. C'est ça ce que le président de la République est en train de faire. Et en dehors de ça, il doit discuter aussi avec le président de l'Union africaine, de l'Union européenne et tous ces gens-là de l'Union européenne. Il doit discuter encore avec eux par rapport à leur position à ce qui concerne l'agression rwandaise. Vous comprenez? Donc le président n'est pas là tout simplement pour quoi que ce soit. Non, le président, il a son pays. Il ne peut pas aller s'exiler. Ou soit les gens pensent que non, voilà, le président a fui le pays ou quoi. Voilà. Le président va fuir quoi? Parce qu'il a le soutien de toute la population. Quelqu'un qui a été élu à 70%. Voilà, pour terminer, nous avons quand même tous vécu cette pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Depuis hier à 18 h jusqu'à ce matin,
les avenues inondées. Les ruelles, n'en parlons pas. Donc il fallait marcher avec beaucoup d'inquiétude. J'ai l'habitude d'arriver au boulot très tôt le matin. Aujourd'hui, c'était pratiquement impossible. La gestion de la ville de Kinshasa, parce que les élections de gouverneur, c'est à la fin du mois d'avril. Quel profil pour améliorer la ville de Kinshasa? Parce que Jantini Ngobila a dit dans une sortie médiatique, c'est Kazandoki. Mais les pluies, pour ne pas parler seulement de celles d'hier et d'aujourd'hui, les pluies à Kinshasa nous montrent à suffisance que la ville est très mal gérée. Quel profil pour la ville de Kinshasa? Je vais être trop direct. Et je vous dis que les choix que je suis en train de voir actuellement là pour la ville-province de Kinshasa, je crois que c'est le choix idéal. Parce que j'ai déjà entendu parler déjà de Daniel Bumba, qui sera, je confirme, qu'il sera élu comme gouverneur. Vous confirmez, mais ça, ça va dépendre de députés provinciaux. Je le confirme, pourquoi? Parce que vous savez, j'ai déjà dit que le mode de scrutin des gouverneurs et des sénateurs, ce mode de scrutin-là ne nous laisse pas le temps de choisir le profil de la personne qui peut gérer la ville-province de Kinshasa. Okay. Pourquoi? Parce que soit c'est le plus offrant qui doit passer, soit c'est le mot d'ordre de parti politique. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous suivez, vous verrez que le parti politique de Modeste Bahati, oui, avec ses députés provinciaux, de faire allégeance. Ils ont fait allégeance, donc ils soutiennent déjà la candidature de Daniel Bumba. Quand vous suivez les députés de l'IDPS et de Mosaïque et autres, même de l'UNC, vous trouverez que ce sont tous des députés là, ce sont eux qui vont voter le candidat gouverneur. Maintenant, comme ce sont eux qui vont voter, aussi longtemps qu'ils ont donné déjà leur allégeance, est-ce que tout ce que nous pouvons dire ici peut changer la décision des députés provinciaux? Parce que ce sont des gens qui votent par mot d'ordre. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, moi je confirme ici que Daniel Bumba sera gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Alors, mais ce que nous devons faire ici, c'est quoi? Je vais dire d'abord quelque chose par rapport aux inondations que nous avons constatées dans la ville-province de Kinshasa. D'abord, ce n'est pas d'abord la faute des gestionnaires de la ville-province de Kinshasa. C'est d'abord la faute de la population quinoise. La population quinoise aujourd'hui construit sur les canaux d'évacuation. Lorsqu'on te donne une parcelle de 15 mètres... Mais les autorisations, c'est l'État qui donne. Une parcelle de 15 mètres, vous voulez en avoir 17 mètres. C'est là où il y a le problème. Le problème à Kinshasa, les inondations, premièrement, ce sont les constructions anarchiques. J'ai suivi le DG de l'OVD en train de discuter, de donner ce que je vous dis ici, que le premier problème des inondations dans la ville-province de Kinshasa, ce sont des constructions anarchiques. Et il appelle à ce que l'on puisse accepter qu'on puisse casser des constructions dans la ville-province de Kinshasa, comme Jekoko l'avait fait. Vous comprenez? Regardez vers Mayakalam ou là, vers Matongé quelque part là. Et il y avait des bars et terrasses construites sur le caniveau. Et on a bouché les canalisations là, qui empêchaient même l'eau d'aller se jeter dans la rivière Kalam. Vous comprenez un peu? C'est lorsque Jekoko est arrivé là-bas, on a cassé tout ça, on a ouvert. Maintenant, ce quartier-là, ils sont quand même dans la paix. Vous comprenez? Donc, on doit casser d'abord, on doit détruire toutes les constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa pour éviter le problème d'eau. En dehors de ça, ce que nous devons encore comprendre par rapport aux inondations, il y a des chantiers partout. On est en train de construire des routes de gauche à droite. Vous comprenez? Avec toutes ces constructions-là, comme on n'a pas encore terminé, c'est comme ça qu'on n'a pas encore donné la direction aux eaux de pluie qui s'abattent sur la ville-province de Kinshasa. C'est comme ça que vous verrez la plupart des routes sont inondées. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on construit, je prends seulement l'exemple de la route Chaba vers Kassavougou. Vous voyez, il y a une route là aussi qu'on construit. Quand vous arrivez, vous quittez l'avenue de Victoire, vous entrez sur Chaba, vous montez vers Ngiringiri. Il y a des routes qu'on est en train de construire là. Mais toutes ces routes là, comme on n'a pas encore fini, les canalisations d'eau ne fonctionnent pas.
Et l'eau qui devrait passer sur ces routes-là ne peut pas passer. Et elle doit se chercher des directions. C'est comme ça que vous verrez même des maisons de certaines personnes inondées. Donc, nous devons donner encore cette raison-là parmi tant d'autres. Vous comprenez? La troisième chose... Mais dans tout ça aussi, il y a aussi la mauvaise volonté politique. Dans tout ça, ce que je peux dire aussi, c'est que il y a aussi la mauvaise volonté politique. Parce que quand vous arrivez au pouvoir, ça je suis en train de demander aussi à celui qui sera là. Oui. Quand tu es maintenant au pouvoir, il ne faut pas répondre aux dictats de votre parti politique. Il ne faut pas répondre aux dictats de ceux qui t'ont choisi pour être là comme gouverneur. Il faut regarder maintenant la population. Parce que ce ne sont pas ces gens-là qui vont t'écouter. C'est la population qui va t'écouter. Et quand tu es là, il faut voir d'abord. Parce que je suis content du fait que lui, c'est quelqu'un qui reste ici à Kinshasa. Daniel Bumba. C'est quelqu'un qui est né à Kinshasa, qui a grandi à Kinshasa et qui connaît Kinshasa. Vous comprenez? Voilà. Et il reste à Kinshasa, il ne reste pas aux États-Unis. Voilà. Il ne reste pas en France ou en Belgique. Il reste ici. Et comme il reste ici, il est en train de vivre avec la population congolaise et la population quinoise. Il connaît les problèmes que nous avons le problème de l'insécurité, les colonnes entretenues par des politiciens. Nous avons le problème de l'obscurité, nous avons ce problème des inondations. Si il peut résoudre ces problèmes-là dans un bref délai, on peut compter bien ces 100 jours et ça sera une bonne chose. Il doit écouter la population et résoudre leurs problèmes. Pas commencer à aller faire rapport aux secrétaires généraux des partis. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez tout dit, M. Dani Chamala. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Multiples occupations. Mais quand on vous appelle, vous êtes toujours là pour nous servir, pour travailler avec nous. Ça nous permet aussi de mieux faire notre travail. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique qui nous a, avec qui nous avons travaillé. Je vois, Torres Atibou, il y a Samuel Ilunga. Petit, ton nom là m'échappe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Galor Mouya à la régie finale et non Benjamin Makolo. On se retrouve demain pour une prochaine émission et avec d'autres invités. Au revoir.